Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CEPEL Télévision. On prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire d'Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes bel et bien en démocratie, et en démocratie, un des piliers majeurs, c'est tout simplement la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Ces deux éléments sont fondamentaux pour attester de l'assise de la démocratie dans un État. Et ici, dans le cas des CEPEL, d'Écrit CEPEL, c'est tout simplement un magazine d'opinion où moi, M. Claude Péroul-Loira, je viens exprimer ma pensée. Je viens dire ce que je pense de telle ou de telle autre situation. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Hier, on n'a pas pu, je ne me suis pas rendu compte. Parfois, je ne me rends pas compte de la confiance et de l'amour que de nombreux téléspectateurs nous témoignent. Et quand on est devant des situations comme celle à laquelle j'étais exposé hier, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'émission, mais j'ai vu des pluies, des messages, d'appels, des téléspectateurs qui me posaient la question de savoir ce qui se passe. Je me suis rendu compte du degré, du désagrément dans lequel je vous avais plongé. Je tenais vraiment la main sur le cœur à présenter mes excuses. C'était pour des raisons indépendantes à notre bonne volonté. Continuez à nous aimer, Nous existons parce que vous êtes là et le travail que nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. N'oubliez pas que chaque jour à 11h, nous avons notre émission Allo CEPEL. Dans Allo CEPEL, moi je viens, j'expose la situation, je vous ouvre les téléphones, vous appelez. Merci à des nombreux téléspectateurs qui nous appellent un peu de partout pour apporter leur contribution à l'évolution de l'actualité politique, sociale, économique et que sais-je encore de leur pays. Vous êtes nombreux à m'appeler. Je tenais à vous dire très sincèrement merci. Et vous allez aussi nous excuser parce que vous avez vu, si vous êtes un habitué de cette émission à l'OCPL, que hier, aujourd'hui, dans l'émission qui est là, ça s'est coupé brutalement aux alentours des 40 ou 41e minutes. C'est seulement parce qu'on a eu un petit problème des bugs, des connexions. C'est pas facile de travailler dans les conditions qui sont les nôtres ici en République démocratique du Congo. Vous m'avez demandé, je l'ai fait. Regardez donc au bas de vos petits écrans, vous allez voir notre compte PayPal. C'est perouloira12@gmail.com. perouloira12@gmail.com. Vous voulez exprimer votre soutien, votre solidarité à CEPEL Télévision, à Péroul-Loira et au travail que nous faisons ici. Allez donc sur notre compte PayPal à perouloira12@gmail.com. Ça nous fera énormément plaisir. Merci à vous, merci à nos téléspectateurs, merci à l'équipe qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire privilégié, Madame Judith Londolé Toko Molatisi Kitoko Yemoro Kitoko, avec sa boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas, regardez les spots publicitaires qui passent avant et à la fin de cette émission. Choisissez vos habits et appelez Judith Londolé Toko. Commandez, alors, et commandez toujours et toujours. Elle se fera les réels plaisirs partout où vous êtes dans le monde à vous envoyer vos commandes et nous, ça nous crédibilise un peu, ça nous donne un peu de poids auprès de notre partenaire et ça fait énormément plaisir. Les amis, vous avez vu mon thème, je suis venu pour qu'on parle un peu de la situation, de cette cacophonie qui entoure la gestion de la République dans le volet organisation des élections.
parce que on assiste désormais à une sorte de jeu de ping-pong, des envolées oratoires entre d'un côté le président de la République qui rassure qu'il y aura élection à date échue, de l'autre vous avez un gouvernement avec Nicolas Kazadi qui lui dit que on n'a pas de problème d'argent, et de l'autre côté, vous avez Denis Kadima qui lui annonce que depuis qu'ils sont là, on n'a pas encore envoyé l'argent pour les opérations électorales. Du coup, ça commence à devenir un peu compliqué. On assiste à une sorte de cacophonie à la Chile-Gelou, j'allais dire, semblable à ce que ce régime fait depuis qu'il est là. Je voudrais ergoter un peu autour de ça, donner mon point de vue là-dessus. Et après, on continuera les débats dans le couloir comme on en a l'habitude. N'oubliez pas, comme on a toujours fait. Mais bien avant ça, les amis, vous connaissez le principe de cette émission, un principe qui est devenu un principe d'or sur lequel je ne voudrais absolument pas déroger. Le principe de l'émission, c'est que nous commençons cette émission toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un engagement solennel, formel que je pris devant vous, pour lequel je suis prêt à sacrifier des heures, des minutes pour que la voix, si possibilité y a, soit entendue. Je vous ai dit, les amis, que à l'intérieur de mon âme, je souffre d'une chose, d'une situation. C'est la situation sécuritaire volatile dans l'Est de la République démocratique du Congo et surtout les désintéressement que cela commence de plus en plus à ressembler de la part et de l'humanité et même de nous-mêmes, certains Congolais, citoyens de ce pays, la République démocratique du Congo. Moi, je trouve anormal que nous soyons citoyens de ce pays, mais que notre pays puisse vivre des situations assez catastrophiques, assez alarmantes comme la situation sécuritaire dans l'Est de la République, et que nous nous taisons, que nous donnions l'impression que ce qui se passe dans ce pays c'est fait dans la cage du voisin. Non, non, non. J'ai dit à Perrault Loira, il faut que tu réfléchisses sur ce que tu peux apporter, sur ce que tu peux faire pour que tu amènes ta pierre de contribution à l'édification de ton pays, à l'émergence de ce pays, car c'est le pays de tes ancêtres, c'est le pays qui t'a vu naître. Tu as la responsabilité d'y travailler, tu as la responsabilité d'apporter ta pierre de contribution pour permettre à ce pays de voir venir son essor. C'est en faisant cela, justement, en disant ce que j'ai dit devant vous, mes téléspectateurs, que j'apporte ma contribution à ce pays. Je l'ai dit pour deux raisons. La première des raisons, je voudrais un peu jouer au lanceur d'alerte parce que je trouve anormal que je sois citoyen de ce pays qui est déchiré, qui connaît des problèmes extrêmement graves et que je me taise. Je dis, Perrault, tu as une caméra, tu as un micro. Si par toi, une personne, 2, 3, 4, 5 personnes peuvent entendre la voix, tu aurais fait ton travail. Et je serais l'homme le plus heureux de la planète si une personne, si 2, si 3 ou 4, 5 personnes peuvent écouter mon opinion, ce que j'ai dit ici. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Parce que ça fait deux décennies qu'on tue dans mon pays. Parce que ça fait 2 décennies qu'on viole dans mon pays. Que les femmes sont massacrées, sont violées, que les enfants n'ont plus aucun espoir. Ils ne savent pas ce que ça représente aller à l'école, parce qu'ils doivent aller en brousse, ils doivent fuir les crépitements des balles, les massacres et les viols. Des parents sont éliminés, des familles entières sont éliminées de la carte du monde. Ce n'est pas du tout normal. Et ça s'est fait au nez et à la barbe de nous tous. J'ai dit non, non, dans mon pays ça ne va pas, les amis. Quelle que soit la nationalité, quel que soit l'endroit où vous suivez cette émission, retenez que dans l'Est de la République démocratique du Congo, il se passe depuis 2 décennies des situations extrêmement graves. Tous les experts font des comptabilités macabres. On en est aujourd'hui à plusieurs dizaines de morts. On a dépassé le cap de plus de 10 millions de morts. Ce n'est pas du tout normal. On est à plusieurs millions de morts. Et là, je voudrais vraiment la mettre sur le cœur, lancer un appel pathétique à l'humanité tout entière. Aider ce pays, aider ce peuple. Ce n'est pas normal, comme humains, que nous refusons de nous émouvoir lorsque la situation est compliquée dans un coin du monde et dans un coin de mon pays. Ce n'est pas du tout normal. Et la deuxième chose, je l'ai dit pour exprimer ma compassion, justement, ma solidarité à ce peuple de l'Est et de la République.
J'ai toujours dit, dans la langue de chemin, on dit, on reconnaît un vrai ami pendant les moments de douleur, pendant les moments difficiles. Je voudrais vraiment que nos compatriotes de l'Est de la République ne perdent pas espoir. Il y a des Congolais, dont moi-même, qui vivent à des milliers de kilomètres de vous et de la situation désastreuse dans laquelle vous êtes, mais qui pensent à vous et qui parlent de vous. On est des cœurs avec vous. Ne perdez pas espoir. Un jour, cette situation changera. Ce pays a de l'avenir. Ça doit être pris comme dit. Ne laissez personne vous insuffler le désespoir. Ne laissez personne faire croire que ce pays doit aller comme ça vers la dérive. Non. Que personne ne vous dise que Mboka est Koufa. Que personne ne vous dise que Tote Kangoto Kabolango. Non. Ça, c'est des expressions de désespoir qui enlèvent tout patriotisme dans le cœur d'un peuple. Le pays a des problèmes, ça c'est évident. Le pays est malade, ça c'est évident. Il est même dans un état de coma, je suis d'accord, mais je refuse qu'on me dise que ce pays est mort. Le pays, dans sa maladie, souffre d'un problème. Le pays souffre d'un problème de leadership. Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Le malheur de ce pays, c'est son leadership, ce sont ses hommes politiques. Le Congo n'a pas encore eu des autorités sérieuses capables de placer en avant-plan les intérêts collectifs au détriment de leurs propres intérêts. Celui qui arrive là pense immédiatement à sa famille. Il fait venir tout son village. Lorsque nous aurons des dirigeants consciencieux, des dirigeants responsables, et avec un leadership clair, avec une vision, une gouvernance venue pour créer la différence entre les antivaleurs décriées par le Congolais et ce qu'ils veulent faire, vous allez voir, ce pays va redémarrer. Le Congo souffre d'un problème de leadership. Le Congo souffre d'un problème de leadership. Laurent Désiré est venu ici en quelques temps, vous avez vu, il a utilisé un peu la poigne, les choses ont semblé marcher malheureusement. On lui a coûté la vie, lui aussi, il a commis quelques erreurs dans sa gestion, quand il a suspendu les partis politiques notamment, quand il a fait quelques petites entorses à la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec lui, c'est un humain, il n'est pas parfait, mais je les cite parce que lorsqu'on a de la volonté, lorsqu'on a une vision, on peut voir les choses aller de l'avant, on peut voir le changement. J'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table, et je vous dis, et je voudrais le répéter ici, si vous voulez voir ce pays changer, il y a deux choses que je propose. La première des choses, les amis, nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée forte. On ne peut pas bâtir un grand pays au cœur de l'Afrique, avec tous les métaux précieux que nous avons, sans pour autant que nous ayons une armée capable de nous défendre à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Nous sommes un grand pays. Nous avons toutes les richesses que le monde recherche ici. On ne peut donc pas empêcher à l'humanité de convoiter ce qu'il y a chez nous. Notre responsabilité, c'est de ne pas se plaindre. Notre responsabilité à nous, c'est de faire que ce que nous avons reçu gracieusement de la part du Seigneur ne puisse pas être un problème pour nous. Nous devons en profiter, nous devons le protéger. Et la seule manière pour le faire, c'est d'avoir une grande armée. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de trouver des boucs émissaires. Le problème c'est tel, le problème c'est tel. Non, le problème c'est nous-mêmes. Organisons-nous pour arrêter de voler les soldes de nos militaires, de détourner l'argent des efforts de guerre et tralala. On va voir que les choses peuvent aller. Deuxième chose, j'ai dit, nous devons être capables d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs des ficelles de la situation, les traquer, les punir. Si nous mettons en place la constellation, le cocktail de ces deux éléments, je suppose très modestement qu'on peut petit à petit entrevoir la sortie des tunnels par rapport à la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République démocratique du Congo. Je reviendrai demain, je redirai la même chose et je ne m'étairai pas parce que c'est la situation dans mon pays. Les amis, j'en viens à mon sujet du jour. Mon sujet, c'est la cacophonie dans laquelle le régime de l'UDPS nous plonge quant à l'organisation des élections. À l'heure où nous parlons, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, on commence de plus en plus à douter de la volonté des autorités de ce pays à pouvoir donner à la République des élections à date échue, c'est-à-dire en 2023. On commence de plus en plus à douter de la tenue effective des élections en 2023. Et là, on assiste à un spectacle désastreux, à un spectacle nauséabond entre des institutions. Les uns s'élèvent contre les autres et ça devient de plus en plus compliqué. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'oppose à M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et ceci s'est fait au nez et à la barbe du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions.
J'ai vu cette guerre-là être un peu ironisée dans les réseaux sociaux parce qu'on a mis Ezobe, on a mis ceci. Je pris cet extrait-là, cette ironie-là. Je voudrais que vous les suiviez, vous allez vous rendre compte de la situation et des problèmes auxquels on fait face par rapport à ça. Je reviendrai, je commenterai et après vous allez m'appeler après avoir suivi l'émission. Mes lignes seront donc ouvertes comme nous avons l'habitude de les voir. Si la réalisation qui est assurée aujourd'hui des maîtres par mon ami Merveille est d'accord avec moi, regardez cet extrait qui résume en lui seul la guerre et la bataille qui existe entre d'un côté Denis Kadima et de l'autre Monsieur Nicolas Kazadi. Je vous retrouve tout de suite après pour poursuivre cette émission. Regardez les... Nous nous demandons qu'au moins on ait des transferts trimestriels, mais au moment où je vous parle, sur le plan des opérations, nous n'avons pas encore reçu un seul centime. On nous a parlé d'un transfert qui a été effectué hier, mais on nous l'a dit depuis un certain nombre de mois. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas vraiment de prédictabilité. Donc, nous sommes, et ça ne peut pas nous permettre d'arrêter un calendrier parce que on va faire on va spéculer. On ne veut pas faire de la spéculation. Donc, sans plus tarder, on a commenté Mengi. Preuve à l'appui, image. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La CENI se plaint de la non-mise à disposition des fonds pour ses opérations. Le gouvernement disait pourtant avoir l'argent nécessaire. Pourquoi la CENI n'a pas encore été dotée de ses besoins? Cela est totalement inexact. Le 2 décembre, nous avons payé 2 900 000 $ à la CENI au titre des frais d'installation et de fonctionnement pour la nouvelle équipe qui venait d'être mise en place. Et au même moment, nous avons payé plus de 21 milliards de francs congolais, c'est-à-dire environ 10 millions de dollars, pour apurer tous les salaires des employés de la CENI. Au courant du même mois de décembre, nous avons payé 4 milliards et demi au titre du fonctionnement de la CENI dans le cadre de l'exercice budgétaire. En février, le 11 février plus précisément, nous avons libéré 21 700 000 $ au titre des dotations pour les opérations électorales et le fonctionnement. Donc, au total, nous sommes à près de 37 millions de dollars dépensés. Cela n'a rien à voir avec ce qui est affirmé ou prétendu. Je voudrais également préciser que nous avons dans le pipe une dépense d'environ 1 600 000 $ pour les véhicules de la nouvelle équipe du bureau, véhicules qui auraient dû être payés en même temps que la première dotation de fonctionnement libérée en décembre, mais nous nous sommes réservés de le faire tout simplement parce que la CENI nous a envoyé des cotations de véhicules qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi ils avaient droit de par leur ordre protocolaire, et également les prix pratiqués étaient de 30 à 40% supérieurs aux prix les plus élevés qu'on pouvait rencontrer sur le marché. Et donc, suite à cela, étant donné que nous sommes les responsables de la gestion des fonds du Trésor, nous avons estimé que nous ne pouvions pas donner suite à cette dépense-là et nous avons préféré faire un paiement direct. Merci beaucoup à notre ami Merveille qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, vous avez vu un peu en regardant, c'est que je viens de vous proposer l'aperçu de la situation. De quoi s'agit-il exactement? Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend le pouvoir en 2019. Il sait pertinemment bien que son pouvoir, il l'obtient après une organisation des élections par le gouvernement qui était en place par son prédécesseur Joseph Kabila. Et quand il prend le pouvoir en 2019, il sait pertinemment bien qu'en 2023, nous devons avoir des élections. Personne ne doit prétexter la question de la surprise. Tout le monde sait que les élections doivent s'organiser dans des intervalles de 5 ans, 5 ans. Donc si nous sommes sérieux, nous ne devons pas avoir des problèmes de financement, des problèmes de ceci ou des problèmes de cela. Nous devons avoir des autorités qui sont prévoyantes, qui savent que dans une date précise, nous aurons des élections, et il revient donc à ces autorités-là de se préparer pour amener le peuple, amener le pays vers les élections dans des dates
convenus dans des délais constitutionnels. Mais je vous ai dit ici que il se pose un certain nombre de problèmes et chaque jour qui passe, je doute sérieusement, alors très sérieusement, de la volonté de nos amis de l'UDPS à pouvoir organiser les élections. Je doute vraiment sérieusement de la volonté de nos amis de l'UDPS à pouvoir organiser les élections. Excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose sur Twitter que je voudrais d'ailleurs partager. Je trouverai certainement pour partager avec vous au courant de cette émission, pour asseoir d'une certaine manière ce que je suis en train de dire et d'évoquer ici avec vous, les amis des téléspectateurs des CPL Télévision. D'abord, on s'organise pour faire une sorte de cafouillage au niveau du choix des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Les gens viennent, ils nous sortent un nom contre toute attente, un nom contesté par l'Église catholique, contesté par le protestant. Le nom, c'est Denis Kadima. L'UDPS le soutient et on l'amène au pouvoir dans les conditions que vous connaissez et de la manière dont on connaît. Il est arrivé au pouvoir, monsieur Denis Kadima. Et pour le choix de monsieur Kadima, ils ont poussé les choses vite en organisant au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale un vote d'une loi de la manière assez rocambolesque sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis lors, c'est silence radio, c'est des guéguerres, c'est Mosso a dit, c'est elle a dit. Il reste une autre loi, c'est la loi sur les élections elles-mêmes, qui n'est même pas encore à l'ordre du jour. Attendons voir si lors de la session du mois de mars, les choses vont bouger. Denis Kadima a déjà commencé à préparer l'opinion sur un glissement. Il fait une première sortie médiatique dans laquelle il étale les contraintes. Parmi les contraintes, il dit qu'il y aura des contraintes sécuritaires. Il évoque notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la République, l'état des sièges, qui est un état d'exception, mais que M. Tshisekedi fait perdurer. Ça fait aujourd'hui 9 mois qu'il y a état de siège. Les députés de ce coin de la République commencent à se poser des questions sur les retombées, sur les raisons ultimes de cet état de siège, premier élément. Il parle des contraintes législatives parce qu'il faut une série, une batterie des lois qui doivent accompagner l'organisation des élections, qui n'est pas encore au grand complet. Il parle des contraintes politiques. Les hommes politiques doivent s'entendre. Il parle des contraintes financières, tralala. Il ne s'arrête pas là. Quelques jours après, M. Denis Kadima va faire une autre sortie pour nous expliquer que, à l'heure où nous parlons, il n'a reçu encore aucun franc, donc 0 franc de la part du gouvernement concernant les opérations. Parce qu'il dit que le frais, le budget qui table sur l'organisation proprement dit des élections, c'est le budget des opérations. Et concernant le budget des opérations, il y a encore 0 franc. Et M. Kadima vous prévient, il dit, à l'allure où vont les choses, si on arrive jusqu'au mois de juin, nous serons obligés de nous résoudre, de vous dire la vérité. Soit ils vont donner beaucoup d'argent, soit il y aura report des élections. Toza le mois de février, Toza le 16 l'élo. Donc le mois de mars, si tu commences juin, le gouvernement peut s'embongoter et vous avez des complications. Quand il m'a dit, à le mois de juin. Moi j'étais dans un déjeuner organisé par le Premier ministre, on lui a posé la question sur les inquiétudes de Kadima. M. Samalou Kondé nous a révélé que le gouvernement ne refuse pas de donner l'argent, mais le gouvernement voudrait que nous arrivions à une sorte de rationalisation, de rationalité en termes de budget. Il dit que le budget des élections avoisine environ 1 milliard de dollars américains, mais son gouvernement veut rationaliser les choses parce qu'il trouve que l'enveloppe c'est trop salé. Or, dans les prévisions budgétaires que la CENI lui a faites, seulement pour cette année ici, le gouvernement doit mettre en disposition de la CENI 642 millions de dollars américains. Il nous a posé la question, si seulement pour l'année 2022 nous donnons 642 millions, ça veut dire que pour 2023 nous dépasserons les milliards.
Lui, il était un peu plus prudent. Il dit non, il y a des réunions, on s'organise pour que nous puissions converger en matière des vues et en matière des finances, que nous ayons des montants acceptables pour permettre à ceux que nous payons. Mais il y a un troisième larron qui est rentré dans ces jeux-là, c'est M. Nicolas Kazadi que vous venez de suivre. Lui, il est allé vraiment en véritable attaquant en disant non, la CENI surfacture les prestations. Il y a une sorte d'exagération dans les factures de la CENI. Il donne comme exemple, il dit, je veux vous donner par exemple l'achat des véhicules des bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Les véhicules tels qu'ils commandés avaient 30-40% de plus que le prix normal sur le marché. On ne pouvait pas payer ça. Il fait des calculs et on tombe sur 37 millions de dollars américains qui ont déjà été dépensés. Ceci veut dire, il a dit que ce que disait le président de la Commission électorale nationale était inexact. Voici les avis des uns et des autres. Mais voici ce que moi, Claude Perou-Loira, je pense de la situation. Là, je vous relate les avis des uns et des autres. Je vais donner mon point de vue. Premier élément. Ça va être très contradictoire que ces gens qui sont arrivés au pouvoir, qui nous disent que la centaine de voyages faits par M. Tshisekedi a rapporté de l'argent. Il crie sur tous les toits que le président a ramené 1 milliard, que le président a ramené ceci, que le président de la République a fait bondir les réserves d'échange. On est aujourd'hui entre 3 milliards et 4 milliards. Aujourd'hui, ces gens qui vantent les voyages du président de la République, ça sera assez contradictoire et suicidaire pour eux de venir demain nous dire que la République ne dispose pas d'argent pour financer les élections. Parce qu'ils ont dit que le président de la République voyageait et que le voyage ramenait de l'argent. Ils ont dit que dans les caisses de l'État, on avait 4 milliards à peu près de réserves d'échange. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit que le budget de l'État, pour la première fois de l'histoire, a subi une augmentation. Ils ont dit qu'ils ont proposé un budget de plus de 10 milliards de dollars américains. Ils ont dit que tous les indicateurs étaient au vert. Ils ont dit que les services d'assiette arrivaient même sur le toit par rapport aux récoltes, les amis. Ils ne peuvent donc pas logiquement prétexter le problème des finances pour ne pas nous donner des élections. Ou alors, ils étaient en train de mentir parce qu'ils ne peuvent pas dire à mon peuple que voici, nous n'avons plus de problèmes d'argent, voici les caisses ont été renflouées, et quand on a devant un problème, ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Ça va être une contre-campagne pour eux-mêmes. Ça va balayer d'un revers de la main tout l'argumentaire qu'ils nous ont étalé ils nous ont rabâché les oreilles sur les retombées du voyage du président Tshisekedi. Donc nous dire que la République manque l'argent pour organiser les élections, ça sera contre-productif pour eux. Ça mettra sur la place publique leurs mensonges. Premier élément. Deuxième élément. Le président Tshisekedi lui-même nous a rassuré que nous aurons des élections. Plusieurs fois, il a dit qu'il va organiser les élections dans le délai. Ça sera contradictoire parce que la parole du chef doit rester sacrée. Si on n'organise pas les élections, le président Tshisekedi se verra dans la peau d'un chef qui a donné une parole mais qui n'est pas du tout sacrée. Premier. Et puis autre chose sur ces points-là. Le président Tshisekedi va perdre la légalité. Déjà que vous savez que sa légitimité pose problème. Martin Fayulu continue à réclamer son élection jusqu'aujourd'hui. L'Église catholique vous a dit que ce n'est pas Tshisekedi qui a été élu. Fayulu a dit qu'il a gagné 62%. Donc, Tshisekedi a été déclaré président de la République. Il a obtenu la légalité de ce fait-là. Mais sa légitimité est contestée par un certain nombre de personnes, que ce soit les hommes politiques et même certains Congolais. Si M. Tshisekedi n'organise pas les élections dans la date échue, dans la date constitutionnelle, donc il va ajouter à son problème de légitimité un autre problème qui, celui-là, sera le problème de légalité. Parce que légalement, monsieur a un mandat de 5 ans. Monsieur a un mandat de 5 ans. N'est pas organiser les élections, il va perdre la légalité. On sait déjà qu'il a des problèmes de légitimité parce qu'il y en a des Congolais qui estiment qu'il n'a pas été élu. Il y en a des Congolais, non pas les moindres, notamment l'Église catholique, Martin Fayulu et les autres, qui disent jusqu'aujourd'hui que M. Tshisekedi n'a pas été élu.
Donc ne nous emmenez pas sur ces terrains suicidaires où nous aurons un président de la République qui a des problèmes de légalité, qui vient s'ajouter à son problème qu'il traîne depuis le début de son mandat de légitimité, contesté par certains Congolais. Ça va être très compliqué pour lui. On aura un président de la République un peu plus fragile sur la scène politique. Le président Tshisekedi ne peut pas se permettre de ne pas organiser les élections. Parce que lui, quand Kabila voulait repousser les élections, il nous disait, si Kabila n'organise pas les élections, Kabila, on va organiser les élections sans Kabila. Il n'y aura pas un seul jour avec Kabila à la tête du pays. Je sais qu'aujourd'hui, ils prennent Kabila comme un exemple. Ils peuvent me dire, mais malgré ça, Kabila a obtenu son glissement. Si aujourd'hui, Kabila, le diable que vous avez vendu comme un diable est devenu ça, c'est votre problème. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'époque opposant à l'UDPS, quand on évoquait l'hypothèse d'un glissement, il disait si Kabila n'organise pas les élections dans ce pays, il ne sera pas président de la République. Donc, parallélisme des formes et des... Comment on dit ça? Des formes ou de je ne sais pas moi de quoi. Le président Tshisekedi, lui aussi, s'il n'organise pas des élections, on peut lui opposer ses propres déclarations en disant à l'époque de Kabila, vous refusiez. Donc, vous aussi, vous ne devez plus être président de la République. Ça va être très compliqué pour lui. Ceci étant, je conseille au président de la République, je conseille aux autorités de s'organiser pour organiser les élections en 2023. Même Kabila que vous avez critiqué, Kabila que vous avez surnommé Hippolyte Kanambe, vous avez dit qu'il était rwandais, que ses parents n'étaient pas ses parents. Kabila n'a quand même pas obtenu son glissement lors de son premier mandat. Comment l'UDPS va s'organiser pour obtenir un glissement, pour justifier un glissement dès le premier mandat? On sait que le bilan n'est pas élogieux, ça c'est évident. En 3 ans, 4 ans, l'UDPS n'a pas beaucoup d'arguments à mettre sur la balance pour convaincre les Congolais après 3-4 ans. Le bilan n'est pas élogieux. Le président est d'ailleurs le premier lui-même à le reconnaître. Mais dès là, à priver les Congolais d'un droit constitutionnel d'aller voter, ça va être très compliqué pour nos amis de l'UDPS. Donc, on doit organiser les élections. Ça, je parle d'abord, je prends l'hypothèse du président Tshisekedi. J'en viens à M. Denis Kadima. Les propos tenus par M. Nicolas Kazadi viennent déshabiller M. Kadima. Vous savez dans quelles conditions cet homme est arrivé là? Albert Moleka vous a dit que c'est un ancien de l'UDPS. Kadima est arrivé là de manière suite à un gangstérisme du pouvoir actuel. Contre toute attente, contre les confessions religieuses les plus représentatives, on a imposé Denis Kadima. Donc, la légitimité de M. Kadima comme président de la CENI pose problème. Pose problème. Et les propos de Kazadi viennent encore l'enfoncer davantage. Cet homme qui a un problème de légitimité, dont la présence à la tête de la CENI est contestée notamment par l'Église catholique, est aussi un homme qui surfacture. Donc, Nicolas Kazadi, en tenant des propos tels qu'il l'a fait, il vient noircir davantage les CV de Kadima. Non seulement qu'il a des problèmes de légitimité comme président, mais c'est un homme qui n'a pas de moralité, à en croire les propos de Kazadi. Parce que Kazadi nous a dit que la CENI surfacture, il y a un problème de surfacturation. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je me pose la question de la coordination, du sérieux de nos amis de l'UDPS qui sont au pouvoir. Ils ont déshabillé l'État, ce n'est pas la première fois que je l'ai fait. Les débats de l'État sont dans la rue, les correspondances sont dans la rue, tout est compliqué. Kazadi vient encore rendre un très mauvais service à M. Kadima. Parce qu'avec ça, monsieur qui a déjà des problèmes liés à sa légitimité, a mené un problème de moralité parce qu'on dit qu'il y a surfacturé à Kabiloko. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. J'en viens maintenant à lui-même, Nicolas Kazadi. Les amis, c'est extrêmement grave ce que nous voyons dans ce pays. L'orgueil, l'autosuffisance de certains caciques de ce régime met en mal même l'unité de la République.
Qui a dit à M. Nicolas Kazadi d'aller répondre à M. Kadima? Qui a dit à M. Kazadi que les problèmes de la République doivent être réglés de cette manière-là? A-t-il obtenu l'autorisation du Premier ministre pour aller faire cette interview-là? Supposons même que M. Kadima a dit ce qu'il a dit que Bapessi Mbongote. Parce que lui vient contredire. Mais la gestion de la République, c'est la froideur. On ne gère pas la République avec état d'âme, M. Kazadi. Quand on arrive à ce niveau-là des responsabilités, on doit avoir la tête froide même dans ses réactions. On sent que c'est une réaction épidermique de quelqu'un qui n'a pas réfléchi sur les conséquences et qui est allé tic-au-tac au niveau de la télévision. Ce qui est très dangereux. Et ça symbolise le régime de nos amis de l'UDPS. Nicolas Kazadi pouvait dire au Premier ministre, on allait faire une réunion, même un semblant de réunion, où on voit M. Kadima. On lui dit les propos tenus n'étaient pas bons, tout ça, fait un semblant. Ça se passe comme ça, la gestion de la République. Et au sortir, M. Kadima peut dire, oui, contrairement à ce que j'ai déclaré, l'argent n'était pas encore venu, le gouvernement a insisté, à l'heure où nous parlons, sur le compte de la CENI, l'argent est tombé, tout ça, tout ça. Lui-même, il revient. Et en faisant une telle démarche, l'État sort grandi. Mais ce que Kazadi fait, ce n'est pas normal. Le président Tshisekedi a installé autour de lui, très malheureusement, je vous ai dit la dernière fois, un trio qui les complique un peu. Le président Tshisekedi est là, au milieu d'une situation. La première chose, ce sont la diaspora, les amis, là, les mikilistes. Ils étaient avec lui là-bas, les mikilistes. En France, en Belgique, je ne sais pas moi quoi. Ils sont arrivés. Ils ont du mal à changer de paradigme et à comprendre que celui-là n'est plus leur ami qu'ils avaient à Bruxelles, que c'est le président de la République. Ils ont du mal à intégrer qu'un président de la République, un chef n'a pas d'amis, un chef a des collaborateurs. C'est comme ça qu'il peut entrer. Et ils ont par-dessus tout du mal à comprendre que là, ils ne sont pas dans les domaines des COP. Ils sont venus à ce niveau-là pour faire des COP. C'est comme ça que tu vois leur nom être cité dans tous les... Ça gagne surtout les conseillers sont là, les tels sont là. Et il y a aussi des ministres qui ont l'impression qu'ils sont au-dessus des autres ministres, notamment M. Kazadi. Ceux qui ont été nommés dans le quota du président de la République lui-même. Parce que rappelez-vous, il y a des gens qui ont été nommés par l'UDPS, tel est venu de l'AFDCA, et il y a aussi des ministres que le président de la République a imposé lui-même, le quota du président de la République. Nicolas Kazadi se retrouve dans cette farde-là. Et ceci étant, il a l'impression qu'il est un super ministre. Que lui ne doit pas être logé dans la même enseigne que les autres ministres. Non, il est un choix personnel, individuel de M. Tshisekedi. Il peut le voir, il peut l'appeler. Et Mathis Bangomoutou, il n'est pas seul. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui sont des choix du président de la République. Regardez dans leur comportement. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont l'impression qu'ils sont des super hommes, ils sont des super ministres. C'est comme ça que Nicolas Kazadi peut se permettre, je ne sais pas s'il a reçu la voix du Premier ministre, d'aller comme ça à la télévision ou à la radio, de dire ce qu'il a dit. En le disant, il fragilise davantage un homme comme Denis Kadima, un homme fragile qui n'a pas de légitimité. Et par-dessus tout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils mettent mal à l'aise leur propre régime. Et là, vous avez une sorte de triangle qui se forme. D'un côté, vous avez un Denis Kadima qui souffle le chaud et le froid, qui vous dit que je n'ai pas l'argent, tout ça. Vous avez un Nicolas Kazadi qui lui, que tout est fait. Et par tout ça, vous avez M. Tshisekedi lui-même qui vous rassure, il dit qu'il y aura élection. Par où on va... Torosi Mamoutou est à mon côté Nini. Et ça, c'est à l'image du régime UDPS. Ça, c'est à l'image du régime UDPS. Ça, c'est à l'image du régime UDPS, les amis. Nicolas Kazadi n'avait pas à prendre la parole et à descendre M. Kadima comme il l'a fait. Ça ne l'avance nullement. Et quand ils font là, Kabila n'est pas là. Heureusement. Parce qu'aujourd'hui, l'anticabilisme ne passe plus. Cette histoire de dire que le diable c'est Kabila ne passe plus. Vous l'avez anéanti, monsieur, bravo. Vous l'avez présenté comme le diable, celui qui bloquait, bravo. Vous êtes la seule dans l'arène. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et aujourd'hui, vous amenez les Congolais à regretter pour certains Kabila. Ces discours de nous dire, on a trouvé le pays où. Moi,
j'ai un amour particulier pour le ministère de l'EPST. Parce que j'ai à un moment donné, je suivais les bruits que Tony Mwaba faisait contre Willy Bakonga. Il vendait Bakonga comme un diable, et tout ça, tout ça. Il est allé porter plainte à la Cour de cassation contre le ministère de l'EPST. Et on lui a donné. Messieurs, vous êtes là, donnez-nous de quoi vous êtes capables. Sous Bakonga, que vous le vouliez ou pas, la première et la deuxième année, la gratuité était effective. Mais lui, il est là. Le président de la République s'en est rendu compte. À Chika, par contre, on lui a dit qu'il n'y a pas de gratuité ici. Et vous allez vous rendre compte que le président, dans ses discours, il parle de moins en moins de la gratuité. Parce qu'il ne sait pas là où il y a la gratuité, il sait pas. Il risque de se mordre le doigt à un niveau où il parle de la gratuité alors qu'il n'y en a pas. Et là-bas, au lieu de travailler, non, c'est le nom de Bakonga. Monsieur Tony Mwaba. Monsieur Tony Mwaba. On ne devient pas ministre pour s'attaquer à son prédécesseur. Je l'ai dit quand je disais, laissons Kabila tranquille, on l'a malmené, il n'est plus là. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Les gens comme Malali Balamukio, Bakonga a créé 500 écoles, nanana, attends, ils viennent d'envoyer une mission là, dans une province là. Bakonga a créé 500 écoles à la Chouapa. Bakonga, allez, mission, mission, 500 écoles. Monsieur, c'est pas ce qu'on attend de vous que vous réglez des comptes aux autres. 500 écoles, dans quel coin? Quelle est l'adresse physique? À Boende? À où? Donnez-nous 500 écoles. Oh, il payait des enfants fictifs, des enseignants fictifs, dont certains avaient 2 ans, 4 ans. Attendez. Comment des gens qui sont payés par voie bancaire, vous pouvez nous dire qu'il y a eu des enfants de 4 ans? Mais quelle était la banque payeuse qui a enregistré des enfants de 2 ans, 4 ans à l'époque de Willy Bakonga? Qui sont ces enfants-là? Ils sont où? Tout en sachant aussi que les listings de paye sont élaborés par la CECOPE. Élaborés par la CECOPE. Ils montent une mission maintenant, tout est fait, tout est fait pour noyer son prédécesseur. Je veux bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'on devient ministre. On ne devient pas ministre pour s'asseoir. Monsieur, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Je ne suis pas l'avocat de Willy Bakonga. J'ai fait plusieurs émissions ici avec lui. Mais je sens la volonté de l'actuel ministre de cacher ces insuffisances dans la gestion du ministère, les ratés dans la gestion du ministère par les rappels et les histoires qu'il va créer contre Willy Bakonga, contre lui. Non, le ministère de l'EPST est un ministère créé, que monsieur nous montre sa capacité à le diriger. Alalaki à la Moukao, examen d'État, 16 millions de dollars. Alors que Bakonga, sur qui il cherche, Azon Lukabasili, Namoutunae, Abando Salamon a 3 millions, sur 2,5 millions de dollars. Qui a tort, qui a raison? C'est ça. Kabila n'est plus là. UDPS, vous êtes là. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et comme Nicolas Kazadi a dit, et tel a dit, c'est ça votre gouvernance, monsieur de l'UDPS. C'est ça votre gestion de la République, monsieur. C'est pour ça que vous avez critiqué Kabila. C'est vraiment pour ça que vous avez critiqué Kabila. 500 écoles fictives. Montrez ces 500 écoles fictives. Les enseignants de 2-3 ans. N'est pas contacté dans la banque Nini. Ah non, arrêtons ça. La République est plus importante. La République mérite mieux en termes de promesses, en termes de gouvernance, en termes de... Voilà. Hein? La République ne mérite pas d'être humiliée comme ça par des guerres, tel a dit, tel a fait. Non, non. On n'est pas dans des conflits de famille, ça. Ça, c'est la République, c'est la gestion du pays, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, là, on est dans une sorte de cacophonie. Et nous, on ne sait pas s'il y aura élection ou s'il n'y en aura pas. Tout ce que l'UDPS nous offre, c'est la cacophonie au niveau de tel a dit, tel a fait. Et on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce que nos amis qui sont au pouvoir, nos amis de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils nous réservent et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous. J'ai dépassé largement les minutes et le temps qui m'était imparti dans le cadre de cette émission. Je vais clôturer par là aujourd'hui, les amis. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Restez branchés sur nos programmes et retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.